Bonjour à tous, on est ravis d'être là aujourd'hui avec Paul pour vous présenter finalement notre dernière étude sur les startups à la conquête des plans stratégiques du SBF 120. Donc c'est une étude qu'on a menée conjointement entre Raise Sherpa et Raise Lab et dont on va vous présenter le contenu. Donc d'abord à peu près 20 minutes d'échange sur l'étude et puis ensuite 20 minutes de questions-réponses avec nos deux invités issus de grands corporates. Voilà, alors pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi finalement on a mené cette étude chez Raise Lab et Raise Sherpa, pourquoi on a voulu creuser en fait les plans stratégiques du SBF 120 et mettre en face des technologies issues des startups. Alors c'est très simple, nous chez Raise, ça fait 10 ans maintenant qu'on réconcilie finance et philanthropie, mais aussi qu'on fait plein d'études. Alors des études autour des alliances start-up grands groupes, des études autour de l'investissement minoritaire en majoritaire dans les startups par des corporates. Bref, tout ça avec un seul objectif finalement, c'est de créer des passerelles entre les startups et les grands groupes. Et chez Raise Sherpa, on le voit tous les jours puisqu'on est un accélérateur philanthropique de startups. On a accompagné 500 startups depuis 10 ans et on a financé plus de 180. On voit tous les jours que ces alliances sont de plus en plus stratégiques pour les startups. Bien sûr, elles sont considérées aujourd'hui comme des partenaires stratégiques dans leurs alliances avec des corporates, mais aussi côté startup, ces alliances apportent forcément du chiffre d'affaires, de la légitimité et de la crédibilité, ce dont elles ont besoin aujourd'hui. Et effectivement, côté corporate, tu l'as un peu dit, mais ces alliances, elles sont fondamentales parce que quand elles fonctionnent, elles permettent d'accompagner la perpétuelle et nécessaire transformation des grands corporates. Et les enjeux auxquels font face ces grandes entreprises et qu'on a pu constater dans l'élaboration de cette étude nécessitent des changements évidemment radicaux pour aller plus vite, pour voir plus loin, pour changer les règles du jeu et pour faire différemment. Et on constate que pour répondre à ces enjeux, les grands groupes font appel aux partenaires externes et ça de plus en plus. Et chez Raise Lab, notre métier, c'est justement d'accompagner les ETI, les grands groupes et les acteurs publics dans la création d'alliances avec les acteurs de la tech et particulièrement les startups. Depuis 2019, on a travaillé sur une centaine de missions chez Raise Lab avec des grandes entreprises de tous les secteurs, que ce soit Michelin, LVMH, L'Oréal, Danone, Veolia ou tant d'autres. Et on les aide à chaque fois sur 3 types de choses. Identifier, construire et déployer des alliances avec des startups. Identifier, c'est sur des enjeux de market intelligence, de comprendre ce qui existe sur le marché et identifier les stratégies à mettre en place pour collaborer avec des partenaires externes. Construire, ça nécessite de mettre en avant tous les enjeux de contractualisation de la relation avec la startup, quand l'offre, la problématique, rencontre la solution, et enfin déployer quand nos équipes accompagnent sur le terrain la création d'un nouveau produit, d'un nouveau service qui est issu d'une collaboration entre une solution technologique qui peut venir d'une startup et un corporate. Alors maintenant, passons au contenu finalement de notre étude. Même si on est, je pense, tous convaincus ici que la multiplication des alliances n'est plus approuvée, il y a de plus en plus de POC et d'industrialisation entre startups et grands groupes. On avait vraiment envie, avec Paul et toutes nos équipes, de montrer qu'en fait, cette progression quantitative, elle s'accompagne aussi d'un changement de perception chez les corporates de leurs alliés startups. Et en fait, ces startups sont perçues de plus en plus stratégiques par leurs partenaires grands groupes. Donc, c'est ce qu'on avait envie de prouver dans cette étude. Exactement. Et pour prouver que ce phénomène était une réalité, ce phénomène qu'on observe depuis un moment, on a produit ce rapport et méthodologiquement, on est passé par 3 étapes. La première, et qui a été la base de ce qu'on va vous présenter, c'est l'analyse des 120 plans stratégiques du SBF 120 pour essayer de faire remonter des thématiques qui sont communes à ces grandes entreprises. Plan stratégique, également toutes les données publiques qu'on peut trouver, il y en a un paquet, mais ça permet d'avoir une vision assez claire. Ensuite, on a été confronté ces premiers résultats terrain avec une vingtaine de personnalités qui nous ont accordé du temps, dont Elodie et Thibaut qui parleront tout à l'heure, des personnalités du monde
évidemment corporate, principalement les décideurs, des patrons de la stratégie, de l'innovation, du corporate venture, du développement, et aussi de l'État, Marina Ferrari, Clara Chapaz ou encore Benoît Roblin. Et pour finir, on a été confronté ces thématiques principales, ces interviews quali avec justement la mise en lumière des technologies et des startups qu'on connaît au sein du groupe Raise dans les différentes entités. Donc des startups qui ont soit été accompagnées par Anne-Sophie chez Raise Sherpa, soit qui sont dans l'univers de Raise Venture ou de Raise Impact, qui sont deux de nos fonds d'investissement, ou encore dans l'écosystème de Raise Lab, où avec qui on a pu travailler sur certaines missions. Voilà un peu pour la méthodologie. Et ensuite, quand on rentre un peu plus dans les résultats de l'étude, on a voulu commencer avec deux chiffres assez macro, mais pour vous donner un peu l'état d'esprit dans lequel on est. Premièrement, pour ceux qui en doutaient, le SBF 120 va bien, puisqu'il a fait 15% de croissance en 2023 et qu'il est aujourd'hui à son plus haut taux historique jamais atteint. Et pour les startups, du coup, on va imaginer que croissance va rimer avec dépenses, et qu'on va vouloir investir sur des sujets d'innovation pour pouvoir justement accompagner la transformation. Et deuxième élément, avant de rentrer enfin un peu plus dans les thématiques, c'est qu'effectivement 100% du SBF 120 a mis en place une ou plusieurs démarches sur des enjeux stratégiques avec des partenaires externes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils en parlent dans leur plan strat. Et donc de partager avec l'ensemble des collaborateurs et du corps social le fait que pour atteindre le plan stratégique, on va devoir se tourner vers des acteurs de la tech. Voilà un petit peu pour les premiers éléments. Le terrain est fertile et donc du coup ça nous permet avec Anne-Sophie de rentrer un peu plus dans les thématiques. Et comme l'a dit Paul, donc on a creusé ces 120 plans stratégiques et on en a issu en fait 6 grands chantiers prioritaires, 6 grandes classes d'enjeux prioritaires que vous voyez ici. Donc le premier, c'est se recentrer sur son modèle d'affaires, et on va tous les détailler après. Le deuxième, c'est rester compétitif. Le troisième, c'est décarboner sa production. Le quatrième, réduire son empreinte indirecte. Le cinquième, créer des nouveaux leviers de croissance. Et enfin, le sixième, protéger ses actifs. Alors, on va les détailler, mais vite, vous inquiétez pas. Le premier enjeu qui est commun à 2/3 des groupes du SBF 120, c'est le fait de se recentrer sur son modèle d'affaires. Et pour ça, les grands groupes jonglent généralement entre automatisation et externalisation des tâches à plus faible valeur ajoutée, le tout en cherchant à garantir l'excellence opérationnelle. Et sur ces enjeux, enfin sur cet enjeu en particulier, les startups peuvent forcément jouer un rôle majeur en apportant des solutions dédiées qui sont forcément et souvent augmentées par l'intelligence artificielle, avec pour but d'éliminer en fait l'ensemble des tâches redondantes et d'optimiser ainsi in fine la performance opérationnelle, d'être aussi plus réactif et plus agile pour mieux répondre à ses clients et aux attentes. Et enfin, d'assister les équipes internes, que ce soit le juridique, mais aussi les RH ou les équipes terrain, pour aller justement vers une amélioration des processus métiers. Une de nos startups qui s'appelle Tomorrow, elle illustre parfaitement cette tendance puisqu'elle propose un logiciel intelligent et collaboratif qui automatise l'ensemble des tâches et fait gagner énormément de temps aux équipes légales de leurs clients, tout en garantissant une efficacité opérationnelle et contractuelle sur ces sujets. Deuxième enjeu, celui de rester compétitif. Évidemment, l'environnement concurrentiel est féroce au sein des entreprises du SBF et des autres grandes entreprises qui côtoient. Et ça oblige à multiplier les canaux d'acquisition, à innover dans l'expérience client proposée. Et là, on voit principalement que les grands acteurs sont à la recherche de solutions qui permettent d'engager davantage les clients et d'augmenter le taux de conversion. Les coûts d'acquisition online s'envolent. L'omnicanalité est souvent perçue comme une solution adéquate pour les grands groupes. Et sur cet enjeu-là, les startups ont aussi apporté un ensemble de solutions sur l'ensemble du parcours client finalement. Sur l'acquisition, par exemple, elles vont permettre finalement d'optimiser l'efficacité des campagnes en ligne en proposant des expériences personnalisées et augmentées. C'est le cas, par exemple, d'une de nos startups, DataYads, qui propose une plateforme d'optimisation pour les e-commerçants, leur permettant d'améliorer la post-click expérience en générant en fait des landing pages qui sont automatisées et personnalisées et adaptées au contexte d'achat.
Des solutions peuvent être aussi mises en place sur le parcours client pour éviter les frictions à l'achat. C'est par exemple le cas de la startup Eline qui propose une solution d'essayer avant d'acheter et des retours via des avoirs bonifiés pour améliorer tout le parcours d'achat. Et enfin, post-achat, il y a aussi des startups qui sont bien positionnées pour fournir aux grandes entreprises des services additionnels pour augmenter le panier moyen, mais aussi enrichir l'expérience client. C'est l'exemple de Delt, qui est une startup qui propose des services à domicile de réparation, d'entretien, de montage en marque blanche pour les retailers. Troisième tendance, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui sur Techinov, décarboner la production. Un enjeu majeur, évidemment, et prioritaire, évoqué dans les grandes entreprises industrielles, principalement, et soumise à des ambitieux objectifs de neutralité carbone. Ces efforts sur la production sous-entendent plusieurs actions concrètes. L'utilisation de matériaux durables, biosourcés, recyclés, le recours à des énergies renouvelables, le réemploi, la réduction des déchets sur l'ensemble des étapes de la production. Et par ailleurs, on constate depuis quelques mois, voire un peu plus, que dans certaines entreprises industrielles, les directeurs, les responsables innovation, open innovation sont également en charge de la sustainability. Donc, on voit bien le lien direct entre innovation et sustainability, et c'est un signe qui vient renforcer justement ce phénomène. Et forcément, côté startup, on voit de nouvelles technologies qui se développent pour accélérer cette décarbonation. C'est par exemple le cas de la startup Switch Energy qui développe une nouvelle forme d'énergie renouvelable, ce qu'on appelle l'énergie osmotique. C'est la rencontre de l'eau salée et de l'eau douce dans les deltas et les estuaires, et qui est soutenue par exemple par EDF dans le développement justement de ce nouveau type d'énergie, ou encore Voodoo qui développe une nouvelle forme de bois qui est une alternative à l'acier, mais aussi à tout autre matériau en consommant d'énergie. Ah oui, et j'ai oublié un exemple, excusez-moi, c'est la startup Fermat, qui est mon exemple préféré d'ailleurs, qui produit des matériaux avancés en composite carbone recyclé et développe par exemple pour Decathlon une gamme de padels pas carbone. Et le pendant du point précédent, donc de décarboner sa propre production, qu'on voit de plus en plus, puisque c'est la thématique la plus commune à tous les plans du SBF, c'est la réduction de ce qu'on appelle l'empreinte indirecte, du scope 3. Et là, effectivement, les niveaux d'engagement fluctuent en fonction des entreprises et des secteurs d'activité, mais tout insiste sur leur responsabilité ainsi que le rôle qu'elles vont devoir jouer dans l'atteinte de ces objectifs ambitieux, souvent globaux et surtout fixés par la loi. Et pour atteindre ces objectifs, qu'est-ce qu'ont fait les grands groupes? Alors, je ne sais pas si vous faites partie de grands groupes, mais vous devez le savoir. Ils se sont d'abord outillés, notamment avec des startups, pour mesurer leur empreinte. Et puis après, ils sont allés chercher une multitude de solutions pour justement réduire cette empreinte, par exemple en pilotant la décarbonation de l'IT avec un logiciel comme celui développé par la startup Soft, ou aussi aller chercher de la sobriété énergétique en maîtrisant ses consommations électriques dans les bâtiments avec une startup comme Smart Impulse, ou en testant de nouveaux moyens aussi d'aller vers cette efficacité énergétique comme l'effacement avec une startup comme Elex Energy. Cinquième et avant-dernière thématique, qui est plus business, celui-là, celui de créer des nouveaux leviers de croissance. Et on observe effectivement que le recours aux solutions externes et aux startups notamment est de plus en plus régulier dans cette atteinte de newbies, que ce soit à travers du co-développement, la création de joint ventures ou en investissant soit en minoritaire dans une startup, soit en les rachetant. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans cette étude, que les grands groupes peuvent justement accélérer leur transition en allant chercher des innovations de rupture ou de procédés chez leurs partenaires start-up. Et dans ce cas-là, les startups deep tech ou IA permettent justement aux grandes entreprises d'accélérer leur cycle de R&D. Par exemple, une de nos startups, Ozom AI, permet de développer plus rapidement de nouveaux matériaux, et ce logiciel est mis dans les mains des équipes R&D. Pour les startups, ces rapprochements, les startups deep tech justement, ces rapprochements sont essentiels aussi parce qu'ils permettent des itérations produits et d'être pour ces startups plus proches des enjeux terrain et de mieux les intégrer. Et bien sûr, ça apporte aussi une meilleure vision du fonctionnement des corporates.
Et pour citer une alliance prometteuse sur laquelle a beaucoup travaillé aussi RaiseLab, L'Oréal a par exemple fait appel à la biotech Interstellar Lab qui produit des biopods, donc c'est des espèces de serres automatisées pour faire pousser des plantes en environnement contrôlé. Et grâce à cette alliance, un acteur comme L'Oréal va explorer le potentiel de ces serres pour sourcer des nouvelles molécules, des ingrédients actifs pour leurs nouveaux produits. Et enfin, la dernière thématique commune au plan, celle de la protection des actifs, vue dans 2/3 des plans strat, d'autant plus important compte tenu du contexte géopolitique, de la réglementation sur ces sujets qui poussent les grandes entreprises à sécuriser au maximum leur chaîne d'approvisionnement. Voilà, on parle ici de transparence, de traçabilité notamment. Et les grands groupes sont forcément aussi vigilants en termes de cybersécurité avec la multiplication des attaques, des attaquants qui déjouent de plus en plus tout cela et une complexification des systèmes d'information. Les grands groupes ont tendance à se tourner vers une gestion plus unifiée justement et intégrée des risques. Et les collaborations avec les startups permettent ici d'anticiper et de s'adapter et de réagir plus rapidement afin de protéger leurs actifs et de renforcer la confiance des consommateurs. Et quoi de mieux pour parler de ces sujets que justement d'écouter les représentants de ces grandes entreprises venir échanger avec nous. Donc je vous invite sur scène tous les deux. Élodie Pantel, directrice du Corporate Venture et de l'Open Innovation chez Michelin, et Thibaut Vigier, directeur de la stratégie et de la transformation du groupe Fnac Darty. Asseyez-vous comme vous voulez. Merci d'avoir contribué à l'étude. Merci à tous les deux d'être avec nous. Et donc, première question peut-être à chaud, même si vous connaissez déjà l'étude. Est-ce que ce qu'on vient d'évoquer avec Anne-Sophie résonne bien pour vous et qu'est-ce qui vous marque le plus dans ces premiers éléments? Élodie, peut-être, pour commencer. Oui, on est tout à fait aligné avec ce que vous venez de partager. Pour nous, la priorité, c'est vraiment de contribuer de manière significative au développement durable. Et pour ça, on est convaincus que ça passe par un équilibre entre les enjeux humains, économiques et environnementaux. Et on croit énormément en la science, en la technologie, et on s'engage en fait à avoir plus de 40% de matériaux renouvelables ou recyclés dans nos pneus d'ici 2030. Et puis sur les leviers de croissance, on a une innovation forte, on travaille sur les partenariats, mais on souhaite aussi rester centré par rapport à ce que vous disiez sur notre activité cœur. Et donc notre activité cœur, c'est les composites flexibles et les expériences qui changent le quotidien des gens, dont le pneumatique. Merci Élodie. Et chez toi Thibaut? Je me retrouve parfaitement dans ce que vous avez pu écrire. Et d'abord, merci pour ce rapport. C'est vrai qu'à la stratégie, on est parfois un peu aveugle sur ce que peuvent construire et imaginer nos concurrents ou partenaires ou sources d'inspiration. Et donc, merci pour ça, c'est très précieux et ça nous ouvre aussi les horizons. Et ensuite, sur les thématiques, j'en retiens 3 qui nous impactent directement. Le premier, c'est réduire notre empreinte. Le deuxième, c'est trouver des leviers de croissance. Et le troisième, qui est lié à ces deux-là, et nous, on le vit au quotidien et on pourra en reparler en mettant quelques startups à l'honneur, ça nous permet de rester compétitifs. Parce qu'on sent vraiment monter de la part de nos consommateurs cette demande pour bon pour le portefeuille, bon pour la planète. Et quand on écrit, nous, dans notre plan stratégique comme pilier phare d'aider les consommateurs à adopter des comportements durables, on a une exigence d'exemplarité pour nous aussi en tant que société. Et donc, ça se traduit dans nos actions au quotidien, notamment sur la réduction de notre empreinte, soit en transport ou en consommation énergétique, par exemple, ou au travers de la seconde vie, qui est une nouvelle façon de consommer, qui est bonne pour le portefeuille et bonne pour la planète. Et justement, si on creuse un petit peu ce que vous venez de dire, et toi particulièrement Thibaut pour commencer, quel rôle jouent déjà et vont jouer demain justement les startups et vos partenaires technologiques externes dans l'atteinte des objectifs que tu viens de citer? Alors un rôle clé à plusieurs titres, c'est d'abord nous émuler, nous stimuler, c'est ensuite nous obliger à envisager des solutions un peu différentes de nos habitudes. Aujourd'hui, les startups représentent à peu près 10% de nos achats indirects. Donc, c'est tout ce qu'on ne vend pas en magasin. Donc, ça va être nos achats d'énergie, de transport, d'intérim, etc. Ça a doublé en l'espace de 2 ans. Et donc, c'est vraiment un axe fort
Je travaille là dans l'équipe, j'ai les achats indirects et on s'est vraiment donné comme objectif cette année d'augmenter la part de sourcing de start-up et donc de dire par défaut dans tous nos appels d'offres, il faut qu'on ait des start-up, des PME, des ETI, entre guillemets des petits, et se prémunir du réflexe du grand groupe systématique, parce que voilà, ça va nous stimuler, ça va diffuser le réflexe, ça va challenger aussi les propositions des grands groupes, et donc c'est essentiel pour construire notre stratégie. Et puis pour nous, la clé d'une collaboration réussie avec les startups, c'est que ce soit au cœur de la stratégie. On n'est pas à faire des side business, des tests à côté, etc., parce que ça ferait bien. Mais quand on contracte avec une startup, c'est pour répondre à une vraie problématique business stratégique qui vient nous aider à avancer et à accélérer. Merci. Élodie, même question. Pour nous, les startups, c'est des alliés de plus en plus puissants sur l'innovation. Elles nous permettent d'avoir de nouvelles idées, d'amener de nouveaux produits, et surtout, c'est un allié de plus en plus puissant sur l'aspect technologique. Et donc, on collabore de plus en plus avec elles pour obtenir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, sans avoir besoin de les développer en interne. Donc, pour nous, c'est à la fois un gain de temps et un gain aussi en agilité. Et je pense que ça va ça va s'accélérer parce qu'en fait, elles savent prendre les risques là où nous, on veut pas forcément les prendre. Et puis, elles deviennent de vrais écosystèmes à elles-mêmes, à elles seules. Et vous l'avez dit, tous les deux, il y a cette accélération et des startups qui doivent être de plus en plus liées avec la stratégie. Est-ce que vous pourriez nous partager une ou deux collaborations qui illustrent ça et peut-être qui vous a tenu à cœur et que vous avez dû défendre aussi dans votre entreprise parce que souvent, vous êtes les porte-parole de ces startups aussi. Alors moi, je suis très fière de notre collaboration avec la société Enviro. Enviro, c'est une société qui fait de la pyrolyse de pneumatiques. Ça fait 4 ans qu'on collabore avec eux et puis on commence juste la mise à l'échelle. Et on a annoncé le 5 mars dernier justement la création de notre première usine en Suède. Et l'idée, c'est de développer ce montage, d'avoir de plus en plus d'usines en Europe pour pouvoir recycler un tiers de nos pneus d'ici dans les 10 années à venir. Et aujourd'hui, c'est quoi le pourcentage de recyclage? Enfin, ça va être une grosse accélération? Ça va être une très grosse accélération. Aujourd'hui, la plupart des pneus finissent plutôt dans des cimenteries. Ouais, nous, de notre côté, en écho aux enjeux que je citais au début, sur le sujet du nouveau levier de croissance, collaboration très fructueuse avec la startup Greendeed sur la reprise de produits techniques en ligne. Et on est en train d'accélérer le partenariat, en particulier sur la partie smartphone. Et puis, deuxième collaboration pour le volet à la fois réduire notre empreinte et rester compétitif avec Efficia. Donc, on a annoncé qu'on avait réduit notre consommation d'électricité de plus de 15% sur l'année passée. Et donc, Efficia nous a aidé à équiper l'ensemble de nos magasins de gestion technique des bâtiments, pouvoir piloter cette consommation. Voilà, donc deux collaborations fructueuses au cœur de nos enjeux et qui sont amenées à se pérenniser dans les prochaines années. Et je me permets par rapport à ces exemples, quels sont les indicateurs de réussite que vous regardez justement quand vous collaborez avec des startups? C'est un sujet qui revient de plus en plus, ce sujet de valeur générée. Vous avez donné quelques chiffres, mais est-ce que vous avez par exemple une petite grille de lecture en interne sur ces projets où je sors un peu du cadre, mais là-dessus c'est quand même très lié aux collaborations. Donc typiquement avec Efficia, la bonne mesure c'est la baisse de notre consommation d'énergie. Alors c'est pas seulement lié à Efficia, mais c'est tout l'écosystème qu'on a pu mettre en place et la façon dont ils nous ont accompagnés. Et sur Greendeed, ça va être notre taux de reprise. Et est-ce qu'il est en progression? Est-ce qu'il y a une satisfaction des clients sur le parcours? Est-ce que c'est utilisé? Et voilà, donc on adapte vraiment à chaque projet les KPIs qui vont permettre d'évaluer le succès d'une collaboration. Merci. Le dis peut-être sur ce sujet? Non, c'est pareil, c'est très spécifique. Donc, par exemple, sur le cas dont je parlais de Enviro, ça va être le nombre de pneus recyclés à terme. Mais on est plutôt sur l'atteinte ou non de notre stratégie de démarrage. Et peut-être si on dézoome des projets au global, et l'initiative Je choisis la French Tech va dans cette direction, c'est nous aider à piloter au global l'ensemble de nos achats startup avec un sujet de moyens de comment est-ce qu'on augmente la part des startups qu'on va sourcer et puis peu à peu augmenter la part de leur poids dans nos achats. Oui, Je choisis la French Tech pour ceux qui n'ont pas forcément entendu parler de cette initiative. C'est
multiplier par 2 la commande publique d'achat de solutions start-up d'ici 2027, me semble-t-il. Et donc, l'État essaye d'embarquer les partenaires privés dans cette démarche. Et justement, comme dernière question, dans la lignée de Je choisis la French Tech ou ce type d'initiative, de quoi vous avez besoin, vous, dans vos équipes, mais au global, dans votre organisation, pour aller plus loin dans ces alliances, pour franchir cette fameuse accélération? Nous, je pense qu'on sait faire du sourcing de start-up aujourd'hui, et surtout sur les directions opérationnelles. On sait déjà moins le faire sur la partie business. Et sur la partie business, moi, mon rêve, c'est qu'on arrive à faire de la co-création, de la co-innovation avec les startups. Pour moi, c'est vraiment le next step. Là-dessus, je pense que on a encore des progrès à faire sur la partie sourcing, et en particulier d'avoir un mapping précis des startups. Qu'est-ce qu'on appelle clairement une startup? Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette cartographie-là, et donc de pouvoir piloter aussi dans notre sourcing, dans nos achats, le poids des startups, les identifier plus rapidement. Et donc tous les travaux sur avoir des annuaires assez élaborés de startups, ça peuvent nous aider. Et puis l'écosystème qu'on tisse avec Raise par exemple, ou avec d'autres partenaires, et on pourrait formaliser cette démarche. Et après, je fais mienne l'idée qui avait été émise par le directeur d'innovation d'EDF, de dire finalement une fois qu'une startup est qualifiée par un grand groupe, de dire c'est une sorte de label, et donc accélérer son référencement dans les autres grands groupes permettrait de gagner beaucoup de temps des deux côtés et de simplifier les parcours. Et enfin, dernier élément, ça c'est plus un point de vigilance très propre au retail, mais on a pas mal de startups en retail qui sont sur AWS avec peu de flexibilité pour parfois bouger. Et donc avoir en tête que quand on veut faire du retail, c'est bien d'être un peu plus agnostique en termes de choix d'hyperscaler, parce que voilà, nous on a des contraintes cyber et aussi qui font que, et de politique d'entreprise qui font que ça nous bloque parfois sur ces achats-là. Je confirme, quelques startups ont le problème et on fait passer le message. Merci à vous deux. Je crois qu'on a respecté le timing. Merci pour vos témoignages parce qu'ils illustrent complètement le sujet de notre étude que vous pouvez télécharger, de retrouver sur nos sites respectifs. Voilà, sur nos sites respectifs. Donc voilà. Merci Elodie, merci Thibaut et merci à tous. Merci à vous tous. Merci à tous.